Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous nous retrouvons avec Jérôme Chantreau qui est un écrivain et qui a publié récemment Bélazar qui est son 3e roman et aujourd'hui il est là avec nous pour répondre à quelques-unes de nos questions. Bonjour. Vous venez de publier votre 3e roman, Bélazar aux éditions Phébus. Qui était Bélazar? Bélazar était un élève que j'ai eu il y a des années de cela. Pas dans cet établissement, pas à Argenté, dans un autre établissement, un collège du Pays Basque. Et j'étais son professeur de latin, c'est-à-dire que je ne l'avais pas très souvent en classe, 1h30 par semaine, c'était en 5e. Mais je le connaissais un peu plus parce qu'il était l'ami de mon beau-fils. Donc je le voyais quelquefois à la maison, je connaissais les parents. Donc voilà, c'était un élève que je connaissais un peu mieux qu'un élève. Pourquoi avez-vous choisi de mener cette enquête sur le décès de Bélazar? J'ai d'abord longuement hésité. Il est décédé en 2013 et j'ai choisi d'écrire en 2017. Donc il y a eu 4 années pendant lesquelles je savais ce qui s'était passé avec lui et je ne prenais pas la décision d'écrire pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'écrivais autre chose. Et puis parce qu'il y avait autour de sa mort une odeur de soufre, voilà, quelque chose qui ressemblait quand même un peu à une malédiction. Alors peut-être que j'avais pas trop envie de m'y frotter. Voilà. Et ce que j'explique dans le livre, c'est que c'est le décès d'une autre élève, Dana, qui est une élève de l'Argenté, que tout le monde a bien connue ici, et qui m'a décidé à écrire quelque chose. D'ailleurs le livre est dédié aux enfants disparus, c'est-à-dire à tous ces enfants que nous, professeurs, on voit, on connaît, et puis dans une carrière ça arrive peu, bien heureusement, mais ça arrive, qu'on voit leur disparition. Et c'est vrai qu'il y a un deuil qui ne se fait jamais quand on est enseignant, c'est-à-dire qu'on doit continuer à vivre, faire vivre la classe, et on ne prend jamais le temps de s'arrêter. Donc voilà, la disparition de Dana m'a donné envie de m'arrêter et donc de revenir à cette histoire de Bélazar. Pouvez-vous expliquer à nos téléspectateurs comment avez-vous mené cette enquête? C'est assez simple. Donc, Bélazar était venu ici au Pays Basque, mais il était breton. Et il est mort en Bretagne. Donc d'abord, la première des choses, ça a été d'obtenir l'accord des parents, hein, mais évidemment, je ne pouvais rien faire sans. Une fois qu'ils m'ont donné leur accord, ils m'ont donné toute la matière du livre, c'est-à-dire des photos, des documents, leur carnet, voilà, ils m'ont ouvert tous les dossiers. Et évidemment, le plus important, ça a été d'aller en Bretagne. J'y suis allé 4 séjours différents. À la fois chez le père et chez la mère, et puis dans d'autres lieux importants du livre pour mener l'enquête. Alors, mener l'enquête sur la mort de Bélazar, mais je m'en suis rendu compte assez rapidement, beaucoup plus sur sa vie, qui me semble être le cœur du livre, beaucoup plus que l'enquête sur le fait divers. Et puis aussi son œuvre, puisque Bélazar était un artiste qui, à 18 ans, avait eu le temps de créer une œuvre. Ce qui est assez rare, qui fait penser à Rimbaud, quelquefois, je vois ça dans les articles, mais c'est vrai que, voilà, à 18 ans, il avait une œuvre de peintre, de plasticien, de sculpteur, et puis aussi toute une collection d'objets datant de la Première Guerre mondiale qu'il avait rassemblés pendant toute sa vie. Quelle est la part de fiction dans ce roman? Alors, c'est une très bonne question, là. Parce qu'en principe, la part de fiction, il n'y en a pas quand on écrit un livre sur un fait divers. Il y a des auteurs à la rentrée, je pense à Philippe Génada, à Florence Aubenas, voilà, qui font ça très bien. Ils s'emparent d'un fait divers et puis ils écrivent un livre dessus, ils mènent une enquête. Là, la part de fiction est très réduite.
en ce qui me concerne, elle est beaucoup plus importante. C'est-à-dire que moi, j'ai pris un fait divers et assez vite, j'ai clos l'enquête et j'ai plongé dans l'œuvre de Bellazar. Et c'est là que j'ai mené l'enquête. C'est une enquête à l'intérieur d'une œuvre, c'est une enquête littéraire, artistique. À partir de là, effectivement, on bascule, on franchit la frontière entre le réel et la fiction. Voilà. Je pense que c'est ce qui se passe dans tous les livres. Hein. Tout dépend où se situe cette frontière. Voilà, là, je rapproche beaucoup la frontière s'agissant d'un livre sur un fait divers. Vous vous livrez et vous dévoilez beaucoup dans votre roman. Ne craignez-vous pas que votre vie privée vous échappe ? Le problème de la vie privée est assez facile à résoudre, puisque à partir du moment, moi c'est ce que je pense, à partir du moment où on écrit sur sa vie privée, elle n'est plus privée. Donc tout ce qu'on dit de soi, on a des mois, voire des années pour se demander si on a vraiment envie de le dire, pour peser un peu ce qu'on fait. Et donc, il est bien évident que quand c'est écrit, c'est pas un coup de tête, en général, et même toujours, je pense, et pour tous les écrivains, quand on parle de soi, c'est qu'on n'a plus envie de le garder pour soi. Et donc, on a envie de le donner aux autres. Finalement, c'est assez simple. Alors, c'est beaucoup plus difficile pour les autres. Si vous voulez, la vie privée d'un écrivain, la partie dévoilée de cette vie privée ne pose aucune difficulté à l'écrivain lui-même. Elle peut en poser un peu plus à ceux qui sont autour. Quel message souhaitez-vous faire passer à travers ce livre ? Alors, les messages sont multiples. Moi, je ne pense pas trop en termes de messages. Vous voyez, c'est pas un livre à message. Ça peut exister, hein, bien sûr. Des livres engagés, des choses comme ça. Là, c'est pas vraiment le cas. Mais après, si on prend thème par thème, parce qu'il y a, on a vu plusieurs thèmes dans le roman, il y a par exemple un thème qui nous est cher ici, hein, c'est celui des enfants qui sortent des cadres de l'éducation nationale parce qu'ils sont trop imaginatifs, trop justement hors cadre, hors norme, hors du commun. Voilà, et Bellazar en était un cas presque extrême. Est-ce que j'ai envie de faire passer un message ? Oui, au début, et en fait aujourd'hui plus du tout, parce que j'ai plus aucune certitude là-dessus. Moi je pensais que j'allais faire un livre un peu contre l'éducation nationale qui n'arrivait pas à s'occuper de ces jeunes gens. Aujourd'hui j'ai acquis la conviction contraire, c'est que en fait c'est pas à l'éducation nationale de s'en occuper, comme c'est pas non plus à la société, c'est des gens qui de toute façon sortent du cadre. Donc c'est pas la peine d'essayer de leur en mettre un. Et quel que soit le cadre que vous pourriez leur mettre, ils sortiraient, parce que c'est leur nature. Moi je pense que les 15 dernières années, ça s'est énormément amélioré dans l'éducation nationale. Il y a encore beaucoup à faire, mais il y a eu beaucoup de progrès de ce côté-là. Est-ce que pour autant les Bellazar trouveront de quoi se nourrir et s'épanouir à l'école? Moi je ne crois pas. Je crois qu'ils seront toujours des francs-tireurs et des gens qui s'épanouiront tout seuls. Pour vous donner un exemple, à la fin de mon travail sur Bellazar, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'il savait énormément. En histoire, par exemple, il avait acquis une forme d'érudition, en tout cas sur une certaine période de l'histoire de France. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'il n'avait jamais eu de maître. Quel souvenir avec lui vous a le plus marqué? Eh bien, un souvenir que je raconte dans le livre. J'étais son professeur, donc, en latin. Et puis on faisait un cours, voilà. Et en 5e. Et à un moment, dans la classe, il a ouvert ostensiblement comme ça, un journal pour le lire. Alors c'était pas du tout un gamin insolent, pas du tout. Enfin, il avait une certaine forme d'insolence, parce que ça, je l'ai très très mal pris. Et quand ils sont sortis de classe, j'ai regardé le journal
qu'il avait lu. Et c'était un journal de vente entre particuliers d'objets qui tournaient tous autour de la Première Guerre mondiale, donc sa grande passion. Ce gamin de 12 ans se passionnait assez pour l'histoire pour acheter des objets. Donc voilà, je me suis dit que j'étais sans doute passé à côté de lui en beauté. Définissez Bélazar en quelques mots. Alors, ce qui vient tout de suite en tête, bien sûr, c'est hors norme, hors cadre. Ça ne définit qu'une petite partie de Bélazar, qui est beaucoup plus riche que ça. Il n'était pas qu'un garçon qui sortait du cadre, au contraire, c'était aussi quelqu'un qui aimait énormément les règles et les règlements. Voilà, il a voyagé dans toute l'Europe en voiture avec son père, il savait tout sur le code de la route, de la Hongrie, de la Roumanie, de la Bulgarie. Voilà, donc il est beaucoup plus compliqué que ça. J'utiliserai l'expression que ses amis ont utilisé pour le nommer le jour de ses obsèques, qui était le surnom qu'ils lui ont donné, un regardeur de soleil. Ce roman est le dernier tome d'une trilogie sur la mort. Peut-on dire qu'il est également une ode à la vie par le souvenir de ce regardeur de soleil? Oui, c'est exactement ça. Voilà, vous avez très bien lu le livre. C'est donc la fin, voilà, de 3 livres sur la mort, de gens qui m'ont touché, plus ou moins proches. Oui, bien sûr, ce qui était très important, c'est de finir sur quelque chose de lumineux, qui soit en prise directe avec la vie et avec toute l'énergie vitale qu'on pouvait trouver chez ce gamin, ce jeune homme. Voilà, donc c'est une trilogie sur la mort qui se finit par un feu d'artifice de vie. Avez-vous un nouveau projet d'écriture? Si oui, lequel? Alors oui, mais je ne dirais pas lequel. C'est secret? Oui, c'est secret. Un grand écrivain américain disait qu'on écrit porte fermée pendant très longtemps et puis après porte ouverte. Stephen King, pour ne pas le citer. Et donc, voilà, il voulait dire par là que pendant tout le début de l'écriture, il ne faut pas en parler. Alors, quelquefois, il y a des petites personnes qui sont privilégiées, qui sont là auprès de nous et qui ont le droit à quelque chose, puisqu'on a besoin d'un retour, mais voilà, au début, il vaut mieux pas trop en parler, parce que, évidemment, tout le monde a envie de dire quelque chose et qu'on n'est pas très très sûr soi-même du sujet. Donc si on commence à prendre toutes les opinions, on finit par être bloqué. Donc oui, ce matin encore j'écrivais et oui, c'est reparti. Merci beaucoup Jérôme Chantreau pour cette interview, c'était très pertinent et on vous revoit dans un prochain numéro. Merci à vous deux.